Bonjour à tous, comment allez-vous? Bien le bonsoir, merci d'être présent ici ce soir. Et ce soir, j'ai aussi le plaisir d'accueillir ma chère petite femme. Voilà, ma chère petite femme qui est là parce qu'elle va démarrer la soirée ce soir parce qu'on va reprendre la série des présentations de livres. Alors tout de suite et sans attendre, bienvenue à ma chère petite Claudie qui est là aussi ce soir. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on va présenter ce soir? Eh bien, une, quelque chose d'important, à savoir, qu'est-ce que je présente d'abord? Le slide ou... Ah oui, d'abord ceci. Alors voilà, voudrait vous rappeler quelque chose, en tout cas c'est Claudie qui va le faire. Je me liquide pour un petit moment. Bon plaisir avec elle. Voilà, et bien écoutez, bonsoir à tous. J'espère que si François peut me confirmer qu'on m'entend bien. Voilà, si j'ai pas de réaction, c'est que tout va bien. J'espère que ma connexion est suffisante. Donc, eh bien écoutez les amis, je suis ravie de vous retrouver, pour cette rentrée et je me remets au travail dardard pour vous. Voilà, j'ai été absente 2 longs mois pour raisons, on va dire familiales et François et moi, on est toujours célibataires géographiques pour cause de travaux, donc je suis, dans le Grand Nord et donc je me remets, vraiment sérieusement, dans la lecture. D'ailleurs, j'ai beaucoup lu cet été malgré tout, plusieurs livres que je voudrais vous présenter. Mais sans plus attendre, j'aimerais vous demander un soutien parce que ça va beaucoup, beaucoup vous éclairer, beaucoup vous apporter des informations précieuses pour vous, votre famille, votre entourage. C'est d'aller voir ce film de Souffrance et délivrance de nos amis, Jeff et Monia Cyrana et donc vous avez les dates, François, si tu peux un petit peu descendre. Donc les prochaines dates, donc ce sont des avant-premières avec, des séances débat avec les réalisateurs, donc Jeff et Monia Cyrana qui sont des amis, des soutiens de l'Alliance. Donc le 18 c'est demain. Donc au grand écran à Vichy, donc demain 18, le 22 septembre au cinéma Les Arcades à Cannes, pour ceux qui sont du sud, le 23 septembre au cinéma Méga Castillet, le 30 donc au cinéma des Beaux-Arts de Monaco, toujours pour les gens du sud. Le 2 octobre, ce sera à Toulon et le 5 octobre, cinéma L'Étoile, L'Encloître. Je vois pas très bien. De toute façon, vous pouvez, suivre l'actualité donc de ces avant-premières avec, séance débat sur le site My Secret Angel Company où vous trouvez, toutes les dates. Donc on compte sur vous parce qu'on a vraiment besoin d'un soutien du cinéma français du bon côté, qui œuvre pour le nouveau monde et on a vraiment, vraiment, vraiment besoin, enfin ils ont vraiment besoin de votre soutien. Donc merci les amis d'avance, de participer au maximum à ces soirées débats et où vous pourrez saluer, Jean-François et Monia Cyrana, donc les réalisateurs. Voilà. Donc alors le premier livre de la rentrée sur lequel je voudrais vous entretenir, c'est, si tu peux me remettre, en vignette, voilà, merci en écran, mon chéri. Voilà, donc 2008. Donc 2008, j'ai relu ce livre. Je vous l'ai déjà présenté, mais j'avais vraiment, vraiment envie, de vous en parler ce soir. Pourquoi? Bah, parce que, on sait tous, hein, François nous en parle, très, très régulièrement. On est au bord de l'effondrement, bancaire et financier qui en réalité, la première vague, c'est un petit peu comme, l'Ukraine. L'Ukraine, c'est pas, récent, c'est 2014 et bien là, le krach bancaire et financier qui s'annonce n'est pas de 2025, mais de 2008. En fait, l'année 2008 a été pour le banque ce que, le drame de Tchernobyl a été pour le nucléaire. C'est-à-dire un révélateur de tous les mensonges et des crimes des banquiers littéralement devenus fous. Grâce à la censure des médias,
donc des médias économiques, mais des médias en général, eh bien, en fait, l'explosion de Wall Street le 29 septembre 2008, entre parenthèses, moins 777,7 du Dow Jones, très, très amusant, a été présentée, donc à l'époque, ça a été présenté comme typiquement américain. En réalité, ça a été un crack qui a entraîné des dizaines de millions de licenciements dans le monde entier, autant de faillites. Et ces licenciements continuent aujourd'hui. On est vraiment dans la suite de 2008 qui n'a jamais été résolue. Donc, dès le début de l'année 2008, et ça dans la plus grande discrétion, donc le top 10 des banques mondiales, donc ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, les baleines, donc vraiment les plus grosses banques du monde, voilà, qui manipulent les marchés entre nous, eh bien, ont cherché à se recapitaliser afin d'éviter le désastre, leur désastre. Mais elles n'y sont pas parvenues et ça s'est soldé par un chantage odieux qui n'a jamais été fait auprès des gouvernements. Entre guillemets, il s'est dit, elles ont dit, eh bien, soit vous nous sauvez, soit vous avez sur les bras des révolutions à gérer dans les semaines qui viennent. Donc, chantage. Les gouvernements, en fait, n'ont pas eu le choix que de recapitaliser les banques. Et pour ce faire, les gouvernements ont volé l'argent du peuple, des hôpitaux, des routes, des maisons de retraite, des services sociaux, pour sauver les banques, en réalité, disons le mot, criminelles. Et c'est à ce moment-là que le piège s'est refermé. Piège dans lequel nous nous trouvons toujours aujourd'hui, et raison pour laquelle il est de plus en plus question de repousser la retraite à point de suspension, 70 ans, je ne sais pas. Donc, en fait, à l'époque, plus de 1000 banques ont été fusionnées ou ont fait faillite. Alors, je cite Silicon Valley, Crédit Suisse, Lehman Brothers, Bear Stearns, Fortis, Dexia, la Banco Santo Spirito, Banque du Saint-Esprit, et même la Banque Populaire, la Caisse d'épargne, etc. Donc ce livre absolument fantastique, parce que au fait, Pierre Jovanovic, l'auteur, eh bien en fait c'est un journaliste. Et donc ce livre est absolument fascinant et il est important pour comprendre les rouages de pourquoi on en est là aujourd'hui. Vraiment. Ce livre se lit exactement comme un roman policier. C'est une chronologie, c'est un thriller économique. Mais malheureusement, ce roman policier, tout y est vrai, puisque en fait, c'est en quelque sorte une chronologie de tous les articles qui sont sortis dans le quotidien.com à l'époque, journal économique. Voilà. Donc ce livre se lit comme un roman, avec des voleurs absolument sans scrupules, qui ont fini par gagner la partie contre le peuple, dépossédés de leur travail et leurs richesses. Donc aujourd'hui, 2008 est un véritable témoignage historique qui vous dévoile le futur, puisque, comme je disais, la crise de 2008 n'est toujours pas jugulée. Donc vraiment, je vous recommande cet ouvrage qui est absolument passionnant, qui est énormément sourcé, avec des informations bluffantes qu'on n'a pas eues dans les médias, puisque ça a été le silence médiatique. Alors, je vous recommande vraiment vivement de l'acheter, de vous le procurer, de l'offrir même à vos conseillers de vos agences bancaires, voilà, pour avoir une conversation intelligente et sourcée avec eux. Vraiment, ils apprendront énormément. Donc, vous pouvez appeler Marie au Jardin des Livres, donc au 01 à ce numéro qui s'affiche, pas chez les diffuseurs. Pourquoi? Parce que l'inénarrable Jack Lang a mis une loi sur l'édition et les éditeurs ne peuvent pas faire plus de 5% de remise. Donc, c'est ce que Marie va faire pour vous. Vous appelez, vous commandez votre livre, vous payez en ligne, enfin au téléphone, elle vous appliquera 5% de remise avec le code Alliance Eco. Donc, donnez bien Alliance Eco. Et au fait, Marie me retransmettra la liste des gens qui ont commandé le livre et à la prochaine fois, je fais devant vous un petit tirage au sort. 5 personnes vont être tirées au sort pour recevoir l'ouvrage de leur choix sur les éditions du Jardin des Livres. Voilà, je vous souhaite. Alors,
Non, j'ai pas fini, donc je vous conseille aussi celui-là. Je ne vais pas le détailler ce soir, mais absolument fabuleux. Donc, enquête sur la loi du 3 janvier 1973. Donc, comment une élite de banquiers et de hauts fonctionnaires ont endetté la France auprès des banques privées avec un texte obscur. Le 888, qui est absolument génial. Voilà. Donc, toujours au Jardin des Livres. Je voudrais vous donner encore 2 petites informations. Donc, François et moi, nous sommes abonnés à Omerta. C'est vraiment un journal qu'il faut soutenir avec des superbes articles très, très, très bien faits. Je vous recommande Omerta. Vous le trouvez en kiosque et vous pouvez vous abonner. Vraiment très, très bon journal. Et alors, je vous annonce que bientôt, nous aurons la chance de recevoir Jean Stigler, qui a écrit ce livre, Le retour du Messie dans la gloire. Voilà, donc le Messie, le vrai, Jésus, voilà, mon caïd à moi. Et c'est un livre absolument fascinant sur des apparitions qui ont eu lieu en Normandie, dans le Calvados, en 1975. Voilà, donc bientôt Jean Stigler sera avec nous. Eh bien voilà, j'ai terminé. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. On t'entend pas. On t'entend pas, mon chéri. Je t'avais laissé un petit encart, j'ai enlevé le PowerPoint. Est-ce que tu peux représenter le livre de Jean Stigler de façon à ce que les gens puissent lire le Oui, titre? parce que, alors, il est aux éditions Rézillac. Rézillac. Le retour du Messie dans la gloire. C'est le récit des apparitions du Christ à Madeleine Aumont, une mère de famille qui est décédée dans les années 80, 82 ou 85, je ne sais plus trop. Et donc, elle a eu à peu près 80, 70, 80 apparitions, donc en Normandie, à côté de Cabourg, voilà, en plein pays d'Auge. Et voilà, c'est beaucoup d'espoir. Donc, je vous invite à le commander pour la venue de notre invité très bientôt. Je n'ai pas la date, je vous communiquerai ça. Voilà, j'ai terminé. Merci à toi, ma chère et tendre épouse. Et je vous souhaite un super live économique. J'ai déjà eu le PowerPoint en avant-première. Passionnant, vous allez vous régaler. Très bonne soirée. À bientôt, ma chère, à tout à l'heure. Voilà. Bon, eh bien, nous allons maintenant passer à la partie vraiment économique. Donc, je reviens à cette partie-là, avec en première partie ce que Antoine vous avait annoncé, que normalement j'aurais dû faire pendant le live hier, mais donc je le fais maintenant. La France est financièrement et économiquement plus ou moins en lambeaux. Et pourquoi est-ce qu'elle est plus ou moins en lambeaux? Tout simplement parce que la notation Fitch de la France est passée à A+. Donc en 10 ans, elle est passée de un des pays les plus crédibles au monde, avec 3 fois A. Elle est passée à AA+, ensuite à AA tout seul, et puis à AA-, et maintenant en A+, c'est-à-dire une dégringolade épouvantable. Et si en octobre et novembre, les autres agences de notation, à savoir Moody's et Standard & Poor's, vont aussi très 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 certainement dégrader la note de la France, ça veut dire qu'à ce moment-là, la France sera vraiment le vilain petit canard de l'Europe, avec la Belgique qui n'en mène pas plus large, puisque la Belgique est déjà A+ depuis pas mal de temps, ainsi que l'Estonie. Donc on est véritablement à la traîne de partout. Voilà. Et les raisons, c'est quoi? Bon, la première ligne, c'est une ligne qui vient de moi, c'est pas la ligne ça ne vient pas de Fitch, hein, soyons honnêtes vis-à-vis de Fitch. C'est d'abord un président complètement incapable, pervers narcissique et manipulateur, qui a eu pour mission de détruire la France et qui y a parfaitement réussi jusqu'à présent. Mais ce que dit Fitch aujourd'hui, surtout, c'est les finances publiques sont devenues en France complètement ingérables. Les dépenses de l'État, on n'arrive pas à les diminuer. C'est vrai, quand on entend Bayrou qui disait on va tenter de ralentir la croissance des dépenses publiques, il fallait... c'est incroyable. Enfin bref, la situation politique est très instable aujourd'hui.
et surtout, on a été complètement incapable de relancer l'économie. Pourquoi? Parce que les finances publiques sont catastrophiquement mauvaises, et en plus, nous sommes le pays le plus taxé du monde. Comment voulez-vous que les entreprises qui créent de la richesse puissent encore créer de la richesse, puisque chaque fois qu'elles gagnent 1 euro, on en enlève à peu près 2 en impôts. Et donc, c'est vraiment plus possible. Donc, quelles sont les conséquences de cette notation? Eh bien, une conséquence directe, c'est que le coût de la dette va augmenter de 0,5 à 0,75%, ce qui veut dire que l'année prochaine, eh bien, nous, les Français, devrons casquer entre 12 et 15 milliards d'impôts en plus, ne fût-ce que pour payer les intérêts de cette dette. Donc, c'est Jojo. Et si Standard Poor's, Standard Poor's et Moody's dégradent la note de la France, il est possible que ce ne soit pas 0,75, mais bien 1% d'intérêt en plus, soit à peu près 30 milliards, 25, 26 milliards. Voilà. En plus de ça, la France a cette particularité, c'est que 59% de sa dette est placée à l'étranger. Et donc la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que les étrangers, ceux qui financent la France pour plus de la moitié, vont-ils encore acheter de la dette française? Parce que comme la situation est véritablement catastrophique, eh bien les gens, et surtout les institutionnels, commencent à se poser des questions en se disant est-ce qu'on va encore faire confiance? Est-ce qu'ils vont absolument être capables de payer les intérêts? Donc si l'étranger dit non, on ne fait plus confiance à la France, eh bien c'est à ce moment-là la catastrophe totale, parce qu'on va devoir monter à des taux de 5, 6, 7%, et complètement impayable, et donc à ce moment-là, la crise sera absolument totale. Plus près de nous, à notre niveau à nous, ben, ça veut dire que les crédits vont devenir plus chers, parce que comme les intérêts sont plus chers pour l'État, ben, évidemment, on va en profiter pour faire des intérêts plus chers pour les employeurs, les entreprises et pour les particuliers. Et donc, comme les entreprises sont déjà prises à la gorge par les impôts, évidemment, ça ne faire qu'une seule chose, c'est accroître la dépression dans laquelle nous sombrons doucement mais certainement. On va avoir une énorme augmentation d'entreprises et de faillites, d'entreprises en faillite, pardon. On va avoir une augmentation du chômage, et qui dit augmentation du chômage dit évidemment augmentation des dépenses publiques, et bon, on rentre dans un cercle vicieux absolument énorme. Si d'ici novembre, les deux autres agences de notation ont dégradé la note de la France, vous pouvez être certain que là, la bourse va complètement chuter. Elle est déjà complètement surpondérée, surévaluée. Les prix des actions sont devenus dingues. C'est complètement insensé ce qui se passe à la bourse aujourd'hui, mais là ça va cracher d'un seul coup, et là ça va évidemment, on va redémarrer 1929, mais en pire, hein, ça c'est certain. Bon, alors pour ceux qui veulent acheter de l'immobilier, ben, malheureusement pour vous, sachez que les crédits vont très très vite augmenter, les taux de crédit, parce que bien évidemment tout va augmenter, et certainement il y a une chose qui va augmenter, mais alors de façon exponentielle, c'est l'inflation. Donc c'est pas Jojo ce que je vous raconte, je sais bien, mais je crois que je vous raconte la même chose depuis 2 ans. Ça me fait absolument pas plaisir, mais voilà, c'est comme ça, je vais pas trop épiloguer là-dessus. J'en ai marre de briser le moral des gens. Ce qui est le plus grave pour la France, en tout cas, c'est que la France avait une très belle image à l'extérieur. Aujourd'hui, elle a l'image d'un pays du quart-monde qui devient une révolution et un foyer de violence complet. Donc, perte totale d'image, perte totale de crédibilité, et donc évidemment des tensions politiques exacerbées en vue. Alors, bon, je vais arrêter ici. En 5 minutes, j'ai dit ce que je devais dire hier. Voilà, ça c'était le message concernant Fitch. Maintenant, deuxième sujet de ce soir, eh bien, c'est dans la prolongation de mon live quand était-ce, du 29 août dernier, d'accord, est-ce qu'on rentre vraiment dans une nouvelle ère financière aux États-Unis? Et là, c'est ce que je me propose de vous expliquer ce soir. Et en tout cas, il y a 3 personnes qui sont impliquées au plus haut point. Évidemment, la première personne, c'est notre cher président Donald Trump, évidemment.
et son ministre des Finances, M. Scott Bessent, que vous voyez en haut à droite de l'écran, qui est donc bien le directeur du Treasury. Et le Treasury, c'est donc le ministère des Finances. Et puis, il y a un autre personnage qui est un peu un empêcheur de tourner en rond, qui s'appelle Jérôme Powell et qui est le président de la Banque centrale, à savoir la Federal Reserve Bank des États-Unis. Alors, rentrons dans le vif du sujet, en commençant par la dette. Bon, la dette, le chiffre que vous voyez aujourd'hui, donc les 37 488 milliards, donc c'est 37 trilliards,5, c'était le chiffre de hier à midi, au moment où j'ai fait cette planche, à peu près hier vers 4 heures à peu près. Aujourd'hui, vous devez déjà ajouter une centaine de millions, puisque la dette américaine augmente de 1 million de dollars toutes les 30 secondes. Hein, donc c'est quand même énorme. Voilà. Ce qui représente une dette par américain, nouveau-né jusqu'à personne en passe de mourir, 109 174 dollars par personne. Et si on ramène ça aux contribuables, eh bien, ça fait 324 123 dollars de dette à payer par chaque contribuable. Voilà. En même temps, vous voyez que les dépenses fédéraux sont de 7 382 milliards, donc 7 trilliards, d'accord. Et le budget, le déficit est proche de 2 trilliards. Voilà. En même temps, le Doge aurait déjà épargné 635 millions, milliards, donc 600, ce serait 635, c'est pas possible ça, oui, 635 milliards, je dis bien, 635 milliards, mais il faut faire attention à ce chiffre parce que c'est un chiffre qu'il faut étaler sur plusieurs années. Donc aujourd'hui, il y a des opérations qui ont été faites et qui visent à limiter les dépenses de l'État, mais évidemment, si on prend la seule année 2005, si sur ces 635 milliards, il y a 207 milliards qui sont à prendre aujourd'hui, enfin qui sont effectués en 2005. Le solde, c'est pour 2006, 2007, 2008. Bon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ambition de Elon Musk pourrait peut-être se réaliser, mais il y a quand même des problèmes. Je vais en parler tout de suite. Bien. Alors on continue. Comment est-ce que le gouvernement finance évidemment cette formidable dette? Comment est-ce qu'ils réussissent à obtenir de l'argent? Eh bien, ils obtiennent de l'argent avec ce qu'on appelle des reconnaissances de dette. Donc une obligation, c'est jamais qu'une reconnaissance de dette. Et il y a 3 types de reconnaissance de dette. Il y a des reconnaissances de dette pour des dettes à court terme, c'est-à-dire l'État emprunte et rembourse dans l'année ou oui, dans l'année. C'est ce qu'on appelle les Treasury Bills, d'accord. Ensuite, il y a les Treasury Notes, et les Treasury Notes, ce sont des emprunts entre 2 et 10 ans. Ça va de 2 à 6, à 5, 6, 7, 8, 10 ans, voilà. Et puis, en fin de compte, les Treasury Bonds, qui sont les véritables obligations à long terme, qui vont de 15 à 30 ans. Il est marqué ici 20 à 30 ans, mais c'est 15 à 30 ans. Alors, n'importe qui peut acquérir ces obligations. Il suffit de dire, c'est évidemment, ça se passe avec une certaine administration, une certaine procédure, mais en réalité, c'est coucou, j'ai 5 000 $, je suis prêt à acheter de la dette américaine. N'importe qui, des individus, des banques, des institutions, des entreprises, des États étrangers, tout le monde peut acheter, n'importe qui peut acheter ces treasuries. Alors, le problème qui se pose aujourd'hui en 2025, c'est que sur ces 37 000 milliards, il y a 11 trilliards, c'est-à-dire un petit tiers, qui doit être renouvelé cette année-ci. Vous savez bien qu'un État ne rembourse pas sa dette, il roule la dette, comme on dit, c'est-à-dire qu'il crée une nouvelle dette pour rembourser la précédente. Voilà. Eh bien, il y a 9 trilliards d'argent frais à trouver pour refinancer la dette et 2 trilliards pour financer le déficit budgétaire. Vous avez vu la planche précédente, j'avais montré 1,9 trilliard
de déficit public. Voilà. Et donc, la question est évidemment, que se passe-t-il, s'il n'y a pas assez d'acheteurs? Mais s'il n'y a pas assez d'acheteurs, l'État américain, je rappelle que ces obligations sont vendues à l'encan. C'est-à-dire qu'il y a des appels publics, des ventes publiques, littéralement, de ces obligations. Donc, imaginez M. Scott Bessent devant un podium et qui dit: coucou, les mecs, voilà, j'ai besoin de autant et j'offre un taux d'intérêt de 2%. Et qui achète? Personne. J'offre 2,25%. Qui achète? Personne. C'est vraiment comme ça que ça marche, hein, jusqu'au moment où le marché va commencer à réagir et dire voilà. Et là, les États-Unis disent bon, moi, je vends un maximum aux moins offrants, bien évidemment. Mais donc, s'il n'y a pas d'offrants, eh bien, les taux d'intérêt pourraient très bien augmenter, qui sont aujourd'hui en moyenne à 3,75%. Ben, ça pourrait augmenter à 4, 4,25, 4,50, 5, 5,50, 6%. On ne sait pas. Et pourquoi est-ce qu'il devrait payer un taux plus élevé? Ben, tout simplement parce que c'est ce qu'on appelle la prime de risque, à savoir si je n'ai pas confiance, moi, en tant qu'acheteur, eh bien, je vais dire, je vais prendre un risque, je vais quand même acheter, mais j'exige que mon risque soit financé par un taux d'intérêt plus élevé. Et donc, ça, c'est ce qui risque de se passer, en tout cas, puisque aujourd'hui, on sait que la dette américaine est absolument colossale et elle ne fait qu'augmenter et accélérer en augmentation. Et donc, évidemment, les gens se posent des questions. Sachez seulement que sur une dette de 37 milliards, 1% d'intérêt en plus, c'est 370 milliards d'intérêts à payer en plus par les Américains. Donc ça veut dire 1000 $ par Américain en plus. Donc ils sont déjà à 109 000, on va passer à 110 000, quoi. Voilà. Donc c'est pas aussi évident que cela. Alors comment faire? Parce que ça c'est la question que se pose évidemment Trump, c'est comment est-ce que je vais faire pour obtenir de l'argent pour refinancer ma dette, obtenir de l'argent pour financer le déficit, et en même temps obtenir de l'argent au taux le plus bas possible, voire même faire baisser les taux d'intérêt. Ça a l'air d'être un peu la quadrature du cercle. On dirait que c'est pas possible. Bien, vous connaissez l'art du deal de M. Donald Trump. Je dois dire que ce que j'ai découvert, ça tient absolument du génie de l'ingénierie financière. Alors, il faut comprendre que Trump a fait des promesses. Et la première promesse qu'il a faite, c'est qu'il allait ramener l'industrie manufacturière aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on va reconstruire des usines. On va donner du travail aux gens. La deuxième promesse qu'il a faite, c'est qu'il allait diminuer à 14% les impôts des sociétés. Et ça, c'est déjà le cas maintenant, d'où le déficit budgétaire monumental qu'il y a cette année-ci. Et troisième chose, c'est qu'il allait liquider et faire disparaître totalement, graduellement, mais en fin de compte totalement, les impôts des personnes physiques. Or, le sang du gouvernement, le sang financier, c'est quoi? Ben, c'est des impôts, évidemment. Le gouvernement peut difficilement fonctionner sans argent. Ils doivent payer la justice, ils doivent payer les militaires, ils doivent payer les routes, ils doivent payer la sécurité sociale, etc. etc. Donc, le contribuable, normalement, contribue. Et là, quand il dit vous allez diminuer tout ça et même les privés ne vont plus payer, vous imaginez bien que ça crée un choc et il faut bien aller chercher l'argent quelque part. Donc, c'est très très difficile de réussir cela, surtout avec un taux d'intérêt très élevé à payer pour la dette. Donc, la première étape que Donald Trump a mise en place, c'est évidemment le Doge. Donc il a mis Elon Musk à la tête du Doge et son but était d'arriver à trouver 2 trilliards, donc 2000 milliards de réduction de frais de l'État. Cet article-ci dit, Musk dit que le but du Doge de réduire de 2 trilliards les dépenses de l'État, c'est le
cas le meilleur, d'accord? En dessous, le petit titre ici, hein, Billionaire CEO of Tesla says there is a good shot of cutting at least 1 trillion. Ça veut dire de au moins réaliser des réductions de 1 trilliard. 1 trilliard, c'est 1000 milliards. Est-ce qu'il a réussi? Ben, malheureusement, non. Il n'a pas réussi puisque on en est à 635 milliards, mais étalés sur une période de 4 ans. Et en plus, pour cette année-ci, c'est à peine si on va atteindre 350 milliards, ce qui est déjà pas mal. Mais on est loin du trilliard qu'il avait annoncé. Pourquoi est-ce que Doge n'a pas vraiment bien fonctionné? Eh bien, parce qu'il y a une énorme opposition des démocrates et même d'une partie du parti républicain. Et pourquoi cela? Parce qu'il ne faut pas oublier que tous ces gens-là vivent de l'argent de l'État et donc qui se rendent bien compte que s'il faut couper les dépenses de l'État, c'est couper leur budget, c'est couper leurs revenus, c'est diminuer leur train de vie, etc., etc. Il n'y a personne qui veut diminuer son train de vie, hein. Tout le monde est bien d'accord qu'il faut diminuer les frais, mais pas chez moi, quoi, hein. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et puis il y a deuxième raison, c'est que faire 2 trilliards d'économies de dépenses d'État, eh bien, ça pourrait vraiment créer une récession ou contribuer à une chute, une baisse de la croissance économique, voire même entrer dans une récession. Et pourquoi? Eh bien, ça, il faut maintenant faire un petit calcul. Donc, permettez-moi de vous présenter la formule du calcul du produit national brut. D'accord? Le produit national brut, c'est quoi? C'est la totalité des richesses qui sont générées ou créées dans un pays. Et ces richesses sont évidemment achetées. Ces richesses, c'est quoi? Mais d'abord, ce que achètent les consommateurs. Donc le C, c'est les dépenses des consommateurs. En plus, les richesses, c'est aussi tous les investissements que font les entreprises pour créer ou améliorer leur outil de production. Donc les IE, c'est investissement des entreprises. Et puis, il y a les dépenses de l'État, c'est-à-dire tout le travail que l'État paye, tous les routes, les hôpitaux, les trucs, les machins, que le gouvernement fédéral doit financer. Mais ça fait partie du produit national brut. Et enfin, les exportations nettes à ajouter ou les importations nettes à déduire. Et ici, dans le cadre des États-Unis, il est clair qu'on est dans des exportations nettes négatives, puisque les États-Unis importent infiniment plus que ce qu'ils n'exportent. Donc, par conséquent, les exportations nettes sont négatives, c'est-à-dire que les importations sont plus importantes que les exportations. Et donc, pourquoi est-ce que créer 2 trilliards d'économies dans l'État peut avoir des répercussions? Eh bien, tout simplement parce qu'il faut comprendre que les dépenses de l'État, ça représente aux États-Unis presque 24% du produit national brut. C'est-à-dire un quart du produit national brut est aujourd'hui créé par l'État, et particulièrement dans les dépenses de l'armée et de Medicare et Medicaid. C'est surtout là-dessus que, et les militaires, évidemment, et toutes les sociétés qui fabriquent de l'armement, ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel, n'est pas du tout d'accord de couper les dépenses de l'État. Donc, on est devant un problème politique qui est dur à résoudre parce qu'il faut faire bouger les gens, et faire bouger les gens, ça dure, c'est difficile. Et donc, entre-temps, les dépenses continuent. Résultat des courses, le déficit budgétaire ne fait qu'augmenter. Alors, vous voyez la courbe ici, ça vient directement du ministère des Finances des États-Unis, d'accord? La courbe jaune, c'est l'année 2022. La courbe verte, c'est l'année 2024. La courbe bleue, en dessous, c'est l'année 2023. Et la courbe un peu violette, mauve, ici, la courbe supérieure, c'est la courbe, donc les dépenses des déficits budgétaires. C'est la courbe des déficits budgétaires mois par mois sur l'année 2025. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que le déficit budgétaire au mois de juillet 2025 était plus élevé que le déficit budgétaire sous Biden.
ce qui est quand même pas mal. Mais on sait que ça va probablement diminuer au mois d'août et au mois de septembre, ça va recommencer un petit peu, mais on pense qu'on va arriver à peu près au même niveau de déficit qu'en 2024. Et donc, franchement, le programme Doge, même s'il a réalisé des sérieuses économies, ben, ces économies ont été immédiatement mangées par des réductions d'impôts que Trump a déjà accordées. Et donc, par conséquent, on est devant un problème vraiment gigantesque, à savoir, le dilemme de Trump, c'est comment est-ce que je vais gérer cette foutue dette et surtout, comment est-ce que je vais gérer les intérêts de cette dette. Parce que la promesse de Trump, c'est le retour des usines, c'est le plein emploi, c'est Make America Great Again, hein, c'est ça. Mais ça, c'est complètement impossible avec des taux d'intérêt élevés. Donc la question que M. Trump se pose, c'est y aura-t-il assez de demandes pour les obligations, donc les reconnaissances de dette américaines, si ces obligations sont à faible intérêt, alors que le risque est énorme, et pourquoi est-ce que le risque est énorme? Parce qu'il y a une augmentation constante de la dette, il y a une augmentation constante du déficit budgétaire, et en plus, le dollar est en train de chuter. Si vous avez suivi un petit peu le cours du dollar par rapport à l'euro, ben vous avez vu que le dollar a déjà perdu 17% de sa valeur par rapport à l'euro en 2 mois et demi de temps. C'est énorme. Bon, d'accord. Et donc, même Trump, pense qu'il n'y aura pas assez de demandes. Donc la deuxième question qui se pose, c'est comment est-ce que je vais augmenter la demande de ces obligations, puisqu'il faut bien continuer à financer la dette et refinancer cette dette. Comment est-ce que je vais augmenter la demande d'obligations tout en donnant le taux le plus bas possible et en récupérant aussi de ce côté-là. Alors, il faut savoir que, et ceci c'est important pour que vous compreniez, je rappelle qu'il y a 3 maturités, je vais le rappeler encore plus tard, il y a 3 durées d'obligations. Il y a les T-bills, les Treasury bills qui sont des obligations à moins d'1 an, les T-notes qui sont des obligations de 2 à 10 ans, et les T-bonds qui sont les obligations de 15 à 30 ans, avec une durée de 15 à 30 ans. D'accord? Alors, ce que Trump a déjà fait, c'est il a passé ce qu'on appelle le Genius Act. Il en a fait une loi. Alors, ça ne vous dit rien, le Genius Act, j'imagine, mais ça concerne l'utilisation des crypto-monnaies dans l'économie américaine. Il en a fait une loi. Alors, je vais tenter d'expliquer, je vais expliquer ce que c'est que le système qu'il a mis en place. C'est un peu technique. Je vais aller lentement, mais je ne peux pas faire mieux dans le temps qui m'est imparti, sinon je vais passer 4 heures à, évidemment, faire cela. Bon. Alors, imaginons, parce qu'on parle de crypto-monnaies, d'accord, comment est-ce qu'on peut utiliser les crypto-monnaies pour créer de la demande d'obligations à court terme? C'est un peu, vous allez voir, il faut réfléchir sérieusement. Bon. Alors, prenons le cas, vous avez, où une entreprise a 100 000 $ à placer. Et au lieu de les placer dans des actions ou n'importe quoi, ou dans des assurances-vie qui ne ressemblent à rien, d'accord, il va placer ces 100 000 $, il va acheter avec ça du Bitcoin. Ça, c'est étape numéro 1. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe techniquement? Eh bien, c'est que votre banque, ou la banque de ce commerçant ou de cette entreprise, va être débité de 100 000 $, donc il y aura 100 000 $ en moins, et dans le portefeuille crypto de cette entreprise ou de cette personne, il y aura l'équivalent de 100 000 $ en Bitcoin dans son wallet, c'est-à-dire dans son portefeuille de crypto-monnaie. Maintenant, imaginez la chose suivante, c'est que le prix du Bitcoin augmente de 20%. D'accord? On a connu des hausses de prix de Bitcoin beaucoup plus importantes, disons de 20%. Ça veut dire que maintenant, dans le portefeuille de crypto-monnaies de cette entreprise, il n'y a plus 100 000 $, mais 120 000 $. Maintenant, prenons le cas que cette entreprise va vouloir vendre ses bitcoins,
Mais il ne veut pas avoir des dollars. Pourquoi? Parce qu'il sait que le dollar ne vaut plus rien. Le dollar est en train de chuter. Donc il n'a pas du tout envie de retourner au dollar. Et donc, s'il ne veut pas acheter des dollars, eh ben, il va peut-être acheter des stablecoins. Un stablecoin, c'est quoi? C'est l'équivalent digital, donc c'est de la monnaie numérique, d'accord? Mais qui est égale à une unité de valeur quelconque. Il y a 4 unités de valeur dans les cryptos, c'est ce qu'on appelle la fiat monnaie, donc c'est-à-dire, par exemple, le USDT, le Tether, eh bien, un USDT est égal à 1 dollar américain, voilà. Il y a aussi des crypto-monnaies qui sont basées sur d'autres crypto-monnaies, donc qui se valorisent sur les crypto-monnaies, et que donc, par exemple, un XRP est égal à autant d'autres crypto-monnaies, ou de la matière première, ou même des algorithmes. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ce sont les 4 types de stablecoins qui existent, d'accord? Mais donc, un stablecoin, c'est un actif numérique qui est réputé plus stable, moins volatile que la crypto-monnaie telle que le Bitcoin qui fait des hauts et des bas absolument spectaculaires. Et donc, si vous ou cette entreprise vend ses Bitcoins contre des stablecoins, eh bien, il aura maintenant dans son portefeuille non plus la contre-valeur de 120 000 dollars en Bitcoin, mais la contre-valeur de 120 000 dollars en stablecoins, par exemple des USDT ou des USDC. Bon. Donc, ça c'est important. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ce Genius Act? Eh bien, Donald Trump a dit, messieurs, si vous créez des stablecoins, de quelque nature que ce soit, vous devez avoir, ces stablecoins doivent être adossés à quelque chose de sûr. Eh bien, ici, je vous mets la traduction de la planche que vous venez de voir précédemment. La loi Genius exige une réserve de garantie à 100% avec des actifs liquides tels que des dollars américains ou des bons du trésor à court terme, donc les T-bills, et impose aux émetteurs de ces stablecoins de divulguer publiquement chaque mois la composition de leurs réserves. Alors, un entrepreneur qui a un petit peu le sens de ce qu'est que de l'argent et qui aurait pour 120 000 dollars de Bitcoin transformé en 120 000 stablecoins, d'accord, il ne va évidemment pas vouloir acheter des stablecoins qui sont adossés au dollar, puisque le dollar est en train de chuter. Il faudra que ces stablecoins soient adossés à autre chose. Et ici, c'est quoi? Eh bien, des bons du trésor à court terme. Et les bons du trésor à court terme, c'est quoi? Eh bien, c'est une reconnaissance de dette. J'achète avec mes 120 000 dollars une reconnaissance de dette à court terme de l'État américain, littéralement, en achetant des stablecoins. Et donc, voici le concept. Si la crypto-monnaie ici monte en prix, ben, la demande de stablecoins va grandir. Et si la demande en stablecoins va grandir, automatiquement, la demande en bons du trésor à court terme va augmenter aussi. Et quand on dit qu'il y a plus de demandes, eh bien, s'il y a plus de demandes, ça veut dire qu'on peut baisser le taux d'intérêt. Et donc, de cette façon-là, en augmentant la masse des T-bills dans les portefeuilles des entreprises et des privés américains qui travaillent sur la crypto-monnaie, eh bien, il va, espère-t-il, pouvoir faire baisser le taux du T-bill. Faire baisser le taux du T-bill, pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que les obligations à court terme sont émises, bien sûr, par le Trésor américain, mais elles sont surtout financées en dollars papier par la Fed, puisque ces papiers à très court terme, ce ne sont pas les pays étrangers qui achètent des obligations à très court terme, ils achètent plutôt des obligations à moyen ou à long terme. Pourquoi? Parce que le dollar a toujours été une réserve de valeur. Mais comme le dollar est en train de chuter, évidemment, il faut la demande des T-bills va augmenter parce que
les Russes, les Chinois, les Indiens, les Égyptiens, les Français, les Allemands, etc., qui possèdent de la dette américaine, vont plutôt essayer d'avoir des T-bills, c'est-à-dire de la dette à court terme. Pourquoi? Parce que si jamais il y a un crack, ils peuvent s'en défaire. Le risque n'est que de 1 an et pas un risque sur 20 ans ou 30 ans. Donc, par conséquent, ils prennent des précautions, ils vont plutôt aller vers les obligations à court terme. Ce qui accroît la demande des obligations à court terme et ce qui permet aussi, de cette façon-là, de diminuer les taux. C'est toujours la même chose. La loi de l'offre et la demande dit quoi? Plus il y a de demandes et moins il y a d'offres, d'accord? Plus le prix monte. Et ici, le prix, c'est quoi? On veut avoir des obligations et on est prêt à avoir des obligations en payant un intérêt moindre pour avoir cette obligation. C'est bizarre de le dire comme ça, mais le prix qui monte, c'est quoi? C'est la baisse du taux de l'obligation. C'est littéralement ça. C'est bizarre de le dire comme ça, mais c'est exactement ça. Donc, plus il y a de demandes pour ce T-bills, moins l'État américain est obligé de donner un taux important. Donc, en faisant de la sorte, eh bien, ça force un petit peu la Banque centrale américaine, c'est-à-dire Jérôme Powell, a aussi baissé les taux de crédit aux entreprises et aux particuliers pour relancer la consommation, relancer les investissements et créer de la production. Voilà. Alors, la question, c'est est-ce que ceci va véritablement marcher? Alors, sachant qu'il y a déjà un exemple, eh bien, c'est la famille Trump elle-même, puisque M. Trump a acheté de sa cassette personnelle 2 milliards de dollars en bitcoin, et il a même, avec sa famille, acheté 1,5 milliard de bitcoin en plus, donc ils ont 3,5 milliards de bitcoin dans la famille, et en plus de ça, les fils, Eric Trump particulièrement, ont investi 1,5 milliard de dollars dans American Bitcoin, qui est une usine qui mine des bitcoins. Le minage de bitcoin, c'est quoi? C'est qui crée des bitcoins. Alors, pour ceux qui n'en connaissent absolument rien en bitcoin, plus on crée des bitcoins, plus c'est compliqué et cher de les créer, donc plus la valeur du bitcoin augmente. Et donc, ils sont en train d'investir, enfin, ils investissent là-dedans. Ce qui veut dire que 40% ou 44% de la fortune personnelle de la famille Trump, aujourd'hui, est dans de la crypto-monnaie. Évidemment, qu'est-ce que ça a créé comme effet? C'est un énorme engouement pour le Bitcoin. C'est une des raisons pour lesquelles le Bitcoin n'a pas arrêté de monter, puisque cet investissement-là date maintenant déjà du mois de juin de cette année-ci, mais n'a été révélé que maintenant. Et donc, ça a créé une énorme vague d'augmentation du prix du Bitcoin, et toutes les entreprises et particuliers qui avaient du Bitcoin voient leur Bitcoin monter, vont à un certain moment devoir les vendre parce qu'ils en ont besoin pour quelque raison que ce soit, eh bien, ils vont plutôt essayer d'avoir un stablecoin qui est $1 en chute libre, et donc ça va augmenter le nombre de T-bills, donc la demande du T-bills. Toute la question est de savoir est-ce que ça va marcher, est-ce que c'est suffisant? Bon, on a fait des calculs. Il faut savoir que le marché crypto dans le monde entier, ça représente une valeur de capitalisation de 4,1 trilliards, donc 4100 milliards de dollars, dont le Bitcoin représente à lui tout seul 57%. Et l'ensemble des stablecoins qui existent dans le marché sont valorisés à une valeur de capitalisation de 293 milliards, soit 7,18% du total du marché. Mais c'est loin d'être suffisant, puisque les T-bills, rien que les T-bills, c'est 9 milliards de dollars par an qui sont émis. Et donc, ils espèrent que, évidemment, la crypto-monnaie va flamber et que ça va permettre d'augmenter la demande de T-bills et donc de faire diminuer les taux. Double avantage pour Trump. Là, évidemment, est-ce que ça va marcher? Très honnêtement, je suis incapable de vous le dire. C'est trop tôt. On va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'est l'action qu'a entamée Donald Trump avec son Genius Act pour favoriser les crypto-monnaies. Par contre, ça veut dire une seule chose, c'est que, en tout cas du côté des États-Unis,
l'utilisation de crypto-monnaies devient maintenant quelque chose d'assez officiel. Le tout est de savoir comment ça va être géré, évidemment. Bon. Donc, je rappelle, de nouveau, 3 maturités des US Treasuries, des reconnaissances des dettes. D'accord? Le Treasury Bill à court terme, moins d'un an, Treasury Note à moyen terme et le Treasury Bonds à long terme. Bon. On a pris, pardon, ça a donné évidemment une solution pour les T-bills, donc les obligations à court terme, c'est le fameux Genius Act. Mais la question maintenant est aussi de savoir comment augmenter la demande des T-notes et des T-bonds, c'est-à-dire les moyens termes et les longs termes. Et là, je dois dire que je tire mon chapeau parce que c'est absolument hallucinant ce qu'ils ont trouvé. Quelle était la solution jusqu'à présent pratiquée pour les T-notes et les T-bonds? Eh bien, c'était très simple. L'État américain, donc le ministère des Finances, émettait des obligations. C'était vendu à l'encan et une énorme part de ces bonds et ces notes était achetée par la Banque centrale, la Federal Reserve, contre des dollars sonnants et trébuchants qui sortaient tout de suite et tout directement de la planche à billets et qui augmentaient évidemment l'inflation de façon épouvantable et qui ont augmenté le bilan de la Federal Reserve et la dette des États-Unis vis-à-vis des Rothschild et compagnie, parce que je rappelle quand même que la Federal Reserve est une banque privée appartenant essentiellement au groupe Rothschild qui gère de cette façon-là le monde entier et qui encaisse des intérêts de la part de la population américaine en finançant les États-Unis. Mais donc, s'ils font ça une fois de plus, vu que le dollar est très faible aujourd'hui et qu'en plus de ça, les pays dédollarisent à fond, eh bien, ça serait évidemment considéré mondialement comme une manœuvre désespérée, avec une conséquence, ce serait une inflation encore plus forte. Autrement dit, s'il y a inflation plus forte, on va revenir à des taux beaucoup plus supérieurs, parce qu'il faut combattre l'inflation. Du moins, c'est la mission que s'est donnée la Fed. Et donc, c'est pour ça que la Fed n'a pas diminué son taux directeur de 4% aujourd'hui, tout simplement parce que, soi-disant, il faut combattre l'inflation. Enfin, soi-disant, il faut combattre l'inflation, c'est exact. Et le meilleur moyen, c'est les intérêts. J'ai expliqué ça 3 ou 4 fois dans mes lives précédents, il y a 2 ans, 1 an, pourquoi les taux d'intérêt sont au fait la clé de la vitesse de croissance ou de la décroissance de l'économie. Et donc, si on ne peut pas recourir à ce type de solution, quelle est donc la deuxième solution? Eh bien, la deuxième solution, c'est de créer ce qu'on appelle des Treasury Notes et bonds adossés à l'or. Ah, alors là, ça commence à devenir vachement intéressant. Effectivement, au mois de juillet, Trump a lancé l'idée, enfin, une conseillère économique de Trump a lancé l'idée de adosser les obligations à de l'or. Alors attention, quand on adosse des obligations à de l'or, ça ne veut pas dire que c'est le dollar lui-même qui est adossé à l'or. Ok? Ça, c'est pas du tout le cas. Ici, on parle de bien des obligations. Alors, comment ça marche? Eh bien, imaginez la chose suivante. Vous avez 5 000 $ et vous êtes prêt à acheter un T-note ou un T-bond. Donc, vous prêtez aujourd'hui, 5 000 $ aux États-Unis, dont les États-Unis ont grandement besoin pour financer leur dette. Bon, et leur déficit budgétaire. Et que disent les Américains et quel serait le contrat qu'il y aura avec vous à ce moment-là? Eh bien, c'est que dans 30 ans, ils vont vous rembourser ces 5 000 $, non pas en dollars, mais en or sonnant et trébuchant. Donc on vous rembourse littéralement en or. Quel est l'intérêt pour les États-Unis? Eh bien, évidemment, c'est qu'ils ont de l'argent, mais en plus, ils ne doivent même pas payer d'intérêt. Parce que le contrat, c'est vous me donnez aujourd'hui des dollars, moi je les utilise comme je veux,
mais dans 30 ans, je vous rends des intérêts sous forme, le principal plus les intérêts, sous forme d'or. D'accord? Donc si on calcule le taux voilà, de dollar de l'or aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? Je me suis amusé à faire ce petit calcul. Les T-notes et les T-bonds, c'est-à-dire les obligations à moyen terme et à long terme, représentent 67,5% de la dette totale des États-Unis, soit un total de 25,5 trilliards de dollars aujourd'hui. Or, les États-Unis possèdent 261 millions et demi de onces d'or. Une once est égale à 30,05 grammes. Eh bien, si on divise les 25,5 trilliards par 261 millions d'onces d'or, ça mettrait le prix de l'once d'or aujourd'hui à 97 514,34 dollars. Et je suis certain qu'ils ont fait ce calcul-là aussi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je rembourse une obligation de 5 000 dollars dans 30 ans, en sachant que le dollar va se casser la figure, et donc je dois payer un intérêt là-dessus, d'accord? Je dois payer un intérêt, par exemple, de 4%, eh bien on va calculer 5 000 dollars plus 4% sur l'an 1, ça fait 5 020 dollars. Ensuite, on passe 4% de 5 020 dollars, ça nous fait 4 032 dollars, 5 032 dollars, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, à la fin, au bout de 30 ans, moi, l'État américain, je vais devoir rembourser, je dis n'importe quoi, 20 000 dollars. Eh bien, je vais vous rembourser ça en or. Mais donc, qu'est-ce que j'ai intérêt à faire, moi, l'Amérique? C'est évidemment de réévaluer le prix de l'or. Parce que j'ai besoin de pouvoir payer tous ces gens-là en or. Bon, pardon, ici j'ai fait une bêtise. Oui, ah oui, pardon. Donc, je répète, le boulet, le dilemme de Trump, c'est financer la dette avec le moins d'intérêt possible. Et ici, évidemment, si je peux réussir ce coup-là, c'est que j'émets des obligations adossées à de l'or et je paye en or à l'échéance et je ne paye pas d'intérêt entre les deux, ben, tout d'un coup, je récupère pratiquement 600 à 700 trilliards d'intérêts que je ne dois plus payer, je ne dois plus les payer, et que je peux utiliser pour relancer l'économie américaine. Et donc, une des choses que Trump fait en faisant cela, littéralement, c'est de déconnecter le secteur public du secteur privé. Parce que le secteur privé, c'est le secteur qui est créateur de richesses. Et le secteur public, c'est le secteur qui est le gouffre à milliards. On est d'accord? Bon. Donc, si je laisse couler le dollar et je remplace le dollar par quelque chose d'autre, j'ai peut-être l'argent pour financer le secteur public et merde pour le secteur public. C'est littéralement le secteur privé et merde pour le secteur public. Alors donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, si je baisse les impôts du privé et en plus je leur permets d'obtenir des crédits à taux très bas, pourquoi? Ben parce que je ne dois plus payer 670 milliards d'intérêts pendant chaque année. Donc, par conséquent, pendant 20 ans, je ne dois plus payer 670 milliards. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la somme que ça représente. Ben, tout cet argent, je peux l'utiliser pour donner des crédits bon marché aux entreprises et relancer l'économie. Donc, c'est faire partir l'argent qui aujourd'hui est drainé par le secteur public. Pourquoi est-ce qu'il est drainé par le secteur public aujourd'hui? Ben, tout simplement parce que l'économie est moribonde et que les entreprises qui font du 5% ou du 4% de bénéfices nets par an, ben ça se compte sur les doigts d'une main. Aujourd'hui, il y a très peu d'entreprises qui arrivent à faire cela. D'accord? Et donc, tous les investisseurs qui ont de l'argent, ils disent, mais attendez, moi j'ai un État qui me paye 4,5% et sans risque, alors que si je mets mon argent dans les entreprises, particulièrement en Europe, ben je prends un risque. D'accord? C'est tout. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que tous les argents des investisseurs vont dans le secteur public. Et qu'est-ce que le secteur public fait avec ça? Ben, il finance leurs dettes, bien évidemment. Et donc, en laissant chuter le dollar, carrément, eh bien, le secteur public, lui, ne peut se financer qu'avec des dollars, pas avec de l'or. Et donc, il va alourdir le déficit.
les administrations, à un certain moment, vont devoir lâcher le morceau parce qu'elles n'auront plus de quoi payer, parce que si le dollar dévalue littéralement, ce qu'ils peuvent acheter avec 1000 dollars aujourd'hui, ils ne pourront plus acheter peut-être que la moitié ou le quart dans 3 ans avec les mêmes 1000 dollars. Et donc, Trump est littéralement en train d'abandonner le dollar comme monnaie de réserve. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un shift majeur dans la géopolitique, parce qu'il se rend bien que le monde entier est en train de se détourner du dollar en tant que monnaie de réserve. Regardez ce qui se passe avec les BRICS, et regardez l'engouement qu'ont les BRICS et le nombre, je crois qu'il y a aujourd'hui plus de 52 pays qui sont candidats à rejoindre les BRICS, dont la Turquie, dont la Pologne officiellement, qui fait partie de l'Europe, la Pologne. C'est incroyable. Donc, il faut bien se rendre compte que le dollar est en train de lâcher et que, en plus de ça, du côté des BRICS, ils ont créé un système de gestion des finances et des balances commerciales entre eux qui n'est plus du tout basé sur le dollar. Donc, le dollar, en tant que monnaie de réserve, c'est pratiquement fini et Trump en est parfaitement conscient. Donc, il va laisser filer le dollar, mais il va récupérer des richesses pour financer le secteur privé et de nouveau rendre l'Amérique grande. Et tant pis pour le secteur public qui n'a toujours rien compris et qui essaie de se défendre. Non, il ne faut pas faire des réductions de frais au gouvernement, ça ne sert à rien. Eh bien, ils vont la prendre à leurs dépens, parce que tout d'un coup, ils vont se retrouver avec des monnaies qui vaudront à peu près le même prix que du papier shot, du papier WC. Bon. Donc, il doit proposer une autre réserve de valeur. Et c'est quoi cette autre réserve de valeur? C'est évidemment, d'une part, des obligations adossées à l'or, et d'autre part, ce que je vous ai montré lors du Alliance Éco numéro 43, c'est-à-dire l'Alliance Éco précédent du 29 août, oui, je dis bien 29 août 2025, où je vous ai expliqué qu'on était en train de partir vers une tokenisation de toutes les richesses des États-Unis et que les Américains pourraient devenir propriétaires de leur propre pays, propriétaires des bâtiments, propriétaires de l'or, propriétaires de l'argent, propriétaires de tonnes de choses qui sont aujourd'hui la propriété de Washington et du gouvernement fédéral. Eh bien, en finançant tout ça à travers des tokens, eh bien, l'Amérique pourrait regrandir, l'économie pourrait redémarrer, et en redémarrant, tous ces tokens vont prendre de la valeur parce que tout va prendre de la valeur. Et donc, à terme, c'est la fin de la Fed qui ne financera plus l'État ou que très, très, très partiellement et qui n'auront plus grand-chose à dire dans toute cette histoire. Voilà. Donc, la question maintenant, c'est de savoir quel est le prix de l'or. À combien est-ce que l'or va être évalué, bien évidemment. Eh bien, la question, c'est qui écouter, d'accord? Alors, permettez-moi de vous présenter les personnes que je suis avec passion depuis des années, d'accord? Il y en a particulièrement 6, il y en a encore d'autres, mais les 6 ici que je vous présente sont mes préférés, ceux avec qui j'ai le plus d'atomes crochus et surtout qui ont le meilleur talent d'explication. Alors, permettez-moi de vous présenter des personnes qui, je crois, savent de quoi elles parlent. Monsieur Ray Dalio est une personne qui a créé, il y a maintenant plus de 50 ans, Bridgewater Associates, qui est le plus grand hedge fund, donc le plus grand fonds de gestion des États-Unis, qui gère la bagatelle de 920 milliards de dollars et qui a 1300 employés. Sa fortune personnelle est aujourd'hui de 16,8 milliards. D'accord? Monsieur Peter Schiff, qui a créé Euro-Pacific Capital, qu'il a revendu, d'accord, et qui est conseiller, je m'excuse, le texte a un peu disparu, qui est conseiller de très grands investisseurs et même conseiller de certains présidents américains en termes d'économie et de gestion du marché. Sa fortune personnelle est de 5,2 milliards de dollars. Jim Rickards, qui est avocat, qui n'est pas du tout un entrepreneur, mais qui est un avocat, et un spécialiste de toute catégorie de l'économie de marché, et qui a été conseiller financier de la CIA pendant des années, et a aussi été conseiller financier de plusieurs présidents américains.
sa fortune personnelle est de 150 millions d'euros. Warren Buffett, le plus riche de tous, sa fortune personnelle est de 147,4 milliards de dollars. D'accord, c'est le monsieur qu'on appelle l'oracle de Obama. C'est le mec qui a réussi absolument tout ce qu'il voulait, mais qui est un investisseur à très long terme. Lui, il cherche des entreprises qui ont de la valeur, il les achète, il les fait fructifier. Le cours de ces entreprises monte. À ce moment-là, il vend et il va chercher une autre entreprise. Et comme ça, il a construit un immense empire, Berkshire Hathaway, d'accord, qui est un investisseur donc de renom. Fortune 147,4 milliards de dollars. Mike Maloney, expert de renom en or et argent, tout ce qui est métaux précieux aux USA, vraiment une personne qui est une référence en matière de commerce de l'or et de l'argent, et c'est tout à ce propos-là. Fortune personnelle, 50 millions. Et enfin, Robert Kiyosaki, que j'adore, qui est l'auteur de Père riche, Père pauvre, qui est un éducateur financier et qui a fait sa fortune dans l'immobilier, dans l'or et les crypto-monnaies. Il a une fortune de 1,2 milliard de dollars. Donc tous ces gens-là, je crois qu'ils ont prouvé, parce qu'ils ont tous démarré à zéro, tous ces gens-là ont prouvé que, allez, ils raisonnaient bien et qu'ils savaient quelque chose. Et Jim Rickards, par exemple, avait prédit déjà en 2001, 2002, il avait dit il va y avoir une crise des subprimes, je ne sais pas quand, mais il va y en avoir une. Ben, il a eu raison, Peter Schiff, exactement pareil. Donc ce sont des gens qui réfléchissent très très fort sur les marchés, qui voient très bien ce qui se passe, qui font des liens entre toutes sortes de choses, sont des très très grands spécialistes. Alors, que disent-ils en matière de prix de l'or? Eh bien, Ray Dalio ne se prononce pas sur le prix de l'or en 2026, mais lui, il voit le prix de l'once d'or, donc on parle toujours d'une once, 30 grammes,05, entre 4 500 et 7 000 dollars d'ici la Noël. Peter Schiff, lui, raisonne plus loin, il va jusque mi-2026, il voit l'once d'or évoluer entre de 5 000 à 10 000 dollars d'ici mi-2026. Jim Rickards, je suis désolé, mais je vois que tous mes chiffres ont bougé. Jim Rickards est même un peu plus ambitieux. Lui, il voit l'once d'or entre 9 000 et 15 000 dollars d'ici mi-2026. Warren Buffett n'a pas d'opinion par rapport à l'or. Il n'a jamais investi dans de l'or. Il n'investit que dans des entreprises, mais depuis maintenant presque un an, il dit à tous ceux qui veulent bien l'entendre, foutez le camp, n'investissez plus dans la bourse, vendez tout. Monsieur Warren Buffett, aujourd'hui, est à la tête d'un matelas, d'une bagatelle, 324 milliards de dollars. Il attend tranquillement que tout le marché s'effondre et il va racheter des entreprises bon marché, les faire remonter et il va encore tripler ou quadrupler sa fortune. Monsieur Mike Maloney voit, lui, c'est presque le délire, il voit l'once d'or entre 10 000 et 25 000 dollars l'once d'ici mi-2026. Et enfin, monsieur Robert Kiyosaki voit l'once d'or entre 7 000 et 15 000 dollars d'ici mi-2026. Alors pourquoi mi-2026? Eh bien parce qu'il y a de plus en plus de rumeurs. Aujourd'hui, c'est des rumeurs. Je ne peux absolument pas garantir que ce que je vais dire est la vérité. Mais il y a quand même des rumeurs qui disent que Trump va lancer des obligations adossées à l'or pour le 250e anniversaire des États-Unis le 4 juillet 2026. Et donc c'est pour ça qu'ils placent tous des chiffres comme ça à mi-2026. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est comme ça ou pas, mais en tout cas pour l'instant on en parle et on en parle de plus en plus. Si vous regardez YouTube ou Internet un peu dans les zones spécialisées, tous les jours maintenant, au début c'était un article par semaine, maintenant c'est 4-5 articles par jour et je suis certain que d'ici quelques mois, tout le monde en parlera. Bon. Donc la question est celle-ci. Alors maintenant la question, je vais être très méchant vis-à-vis de certaines personnes, peut-être, ce n'est pas l'intention de vous vexer, mais j'observe quelque chose de très étonnant. Depuis 2 ans, je dis achetez de l'or, achetez de l'or, achetez de l'or. Et Antoine répète ce message à longueur de live. Et qu'est-ce qu'on a constaté? C'est qu'il y a très peu de personnes qui ont acheté de l'or
il y a 2 ans. Il y en avait un peu plus l'année dernière, il y en a nettement plus cette année-ci. Et pourquoi? Parce que les gens attendent que la majorité fasse ce mouvement pour suivre. Donc la majorité, c'est les moutons. D'accord? Et donc, ce que je vous montre ici, cette petite planche, elle vient de Mike Malone, et entre nous, ça dit. Et il dit, c'est très curieux, quand on vendait de l'or à 3500, il y avait peut-être 2 personnes. Quand on le vendra à 5000, il y aura une dizaine de personnes. Et quand on le vendra à 10 000, c'est toute l'Amérique qui va se précipiter. C'est très curieux. Pourquoi est-ce que les gens n'admettent pas qu'il y ait certaines personnes qui réfléchissent pour eux et qui annoncent depuis des temps fous et qui n'arrêtent pas de ressasser le même message? Eh bien, les gens, non, parce que mon beau-frère, qui est boucher, qui connaît strictement rien à ça, dit ouh, c'est dangereux. Mon banquier dit mais de quoi vous pensez? La banque est très solide. Mais je peux vous assurer que j'ai encore eu une discussion pas plus tard que ce matin avec quelqu'un dont le banquier est un âne fini, mais un âne fini. D'accord, il ne sait rien de rien. Ils n'ont jamais lu 2008, ils ne savent absolument pas, ils ne regardent même pas Internet, ils ne se forment pas et ils pensent qu'ils savent tout. Je suis sincèrement désolé, je n'ai plus aucun respect pour les banquiers, en tout cas pour les banquiers des agences. Ces gens sont atrocement mal formés, c'est pas de leur faute, mais s'ils étaient un peu intelligents, ils prendraient des renseignements spontanément eux-mêmes pour être un meilleur conseiller de leurs clients. Alors la question que je vous pose, c'est donc, faites-vous partie des moutons? Allez-vous attendre que l'or soit à 10 000 $ l'once pour en acheter, ou est-ce que vous voulez faire une extraordinaire opération et plutôt en acquérir maintenant? Bienvenue au guichet à 3 500 $, parce que c'est là que nous nous trouvons aujourd'hui. Alors, que va-t-il se passer aussi pour les autres pays qui sont détenteurs de la dette US? Je parle des pays BRICS, hein, si vous regardez les drapeaux, bon, le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud, mais aussi l'Arabie saoudite, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, les Émirats arabes unis, la Turquie, la Pologne et encore d'autres pays qui sont en train de vouloir rejoindre les BRICS. Et une des raisons, une des conditions que posent les BRICS, les 5 pays, c'est vous voulez rejoindre les BRICS, d'accord, mais il faut que votre monnaie soit crédible. Et pour être monnaie crédible, il faut acheter de l'or, il faut vous mettre de l'or. Donc aujourd'hui, les banques centrales dans le monde entier n'ont jamais de leur vie acheté autant d'or que depuis les 3 dernières années, et ça continue, d'accord? Et donc, évidemment, elles sont très, 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 très contentes de pouvoir acheter de l'or à 3 500 $ l'once. Et évidemment, elles vont l'acheter à un peu moins parce qu'elles ont des tarifs spéciaux. Mais voilà, ils sont très contents de l'acheter au plus bas prix possible. Ils sont très contents qu'on maintienne artificiellement le prix de l'or très bas. Mais donc, si ça se vérifie que Trump va véritablement lancer les T-bonds et les T-bills et les T-notes, adossés à de l'or, ça représente quand même 25,5 trilliards de dollars qui vont être adossés à l'or à terme. Eh bien, vous vous rendez bien compte que ces pays-là vont faire quoi? Ils vont dédollariser en accéléré, parce que le dollar vaut de moins en moins cher, mais par contre, leur stock d'or, le prix de leur stock d'or va monter de façon spectaculaire, et donc ça va leur permettre d'être très crédibles au niveau de leur propre monnaie. Et donc, c'est tout bénéfice. C'est clair que la Chine, avec ses 2800 tonnes et ses 6000 tonnes cachées qu'elle ne veut absolument pas déclarer officiellement, mais le monde entier sait qu'elle a 6000 tonnes dans ses réserves. Donc la Chine a à peu près autant d'or que les États-Unis. Vous imaginez un peu la somme que ça va représenter en termes de crédibilité et d'adossement à la monnaie chinoise. Donc, ce que je voudrais simplement terminer, c'est vous montrer le prix de l'or. Et on va terminer là-dessus. Donc le prix de l'or en dollars, c'est aujourd'hui 3 705 $ au prix d'hier. Aujourd'hui, ça a encore augmenté un petit peu, soit 9,58% d'augmentation en un seul mois. Vous voyez vers où on va? D'accord? 9,58% en dollars, et en euros,
eh bien, c'est 9,55% en un mois, c'est-à-dire un chouïa moins d'augmentation que le dollar. Pourquoi? Ben parce que l'euro se déprécie pratiquement aussi vite que le dollar, mais un peu moins rapidement. C'est-à-dire que le dollar il chute encore plus vite que l'euro, quoi. Voilà. Donc c'est bien, c'est vous dire une chose, c'est que tous les gens qui ont aujourd'hui, parce que je reçois encore des tas de coups de fil, de gens qui disent oui, mais je dois quand même garder de l'argent dans mon assurance vie, ou je dois garder de l'argent dans mon livret d'intérêt, dans mon livret A. C'est de l'aberration mentale. Si vous n'avez pas besoin de cet argent, mettez-le dans l'or. Ça ne rapporte rien dans les assurances, ça rapporte rien dans les livrets A. Et en plus, la valeur du dollar en termes de pouvoir d'achat, du dollar et de l'or, pardon, je bafouille, et de l'euro baisse de façon continuelle, alors que l'or ne fait qu'augmenter. Je ne comprends pas le raisonnement de vouloir garder quelque chose par devers soi, alors que si vous n'en avez pas besoin, évidemment, si vous avez besoin d'argent là, tout de suite, ben, il faudra bien le garder en euros, ça on est bien d'accord, mais tout ce dont vous n'avez pas besoin dans les 6, 7 mois, je dirais les 10 mois à venir, mais mettez ça dans l'or le plus rapidement possible, parce que c'est comme ça que vous allez préserver votre pouvoir d'achat. Regardez, c'est énorme, hein, 9,55% en un mois, c'est absolument colossal, quoi. D'accord? Bon. Alors, je voudrais encore dire une chose par rapport à ça, ça me concerne moi. Je reçois de plus en plus de gens qui me demandent des conseils sur quelle pièce d'or dois-je acheter. Je répète, je ne connais rien aux pièces, rien du tout. Ne me posez plus cette question, s'il vous plaît, parce que ça me prend un temps bête. Je mets un point d'honneur à répondre à tout le monde, mais la seule réponse que je peux dire, c'est adressez-vous au magasin du coin qui vend des pièces d'or, ils sauront bien mieux vous conseiller que moi. Je ne suis pas un spécialiste de la pièce d'or. Ce que je ne suis même pas un spécialiste du lingot d'or. La seule chose que je sais, c'est que moi, je m'intéresse aux lingots. Pourquoi? Parce que tous les lingots du monde qui sont certifiés ont une teneur en or de 999,9 pour 1000 parts en or pur, massif, alors que les pièces, ce sont des alliages, et donc chaque pièce et chaque type de pièce a un prix différent. Donc ne me demandez plus, s'il vous plaît, qu'est-ce que je dois faire au niveau des pièces, parce que je reçois tellement de mails qu'à la longue, je ne pourrais même plus répondre à ces mails-là. Je vous jure qu'aujourd'hui, je vous jure que je ne mens pas, je suis à 8h30, je suis à ma table, et rare que je le quitte avant minuit. Et je ne fais que ça. Donc, je suis désolé, je suis bénévole, je bosse comme j'ai jamais bossé autant de ma vie et je suis pas payé pour. Alors donc désolé, mais pour l'instant, je vais réduire la voilure et donc je vais répondre à toutes les personnes qui sont intéressées par de l'or en lingots, ça oui, mais plus à propos des pièces et pas à propos de l'argent non plus. J'y connais que dalle. D'accord? Donc merci de bien vouloir réfréner vos envies concernant vos demandes d'explications par rapport à des pièces. Alors je voudrais terminer sur ceci. Eh bien, sur les 20 dernières années, donc en prenant en base 100 2005, cette courbe, c'est Mike Maloney qui l'a faite, et je vous ai redit que c'est tout à fait sourcé. D'accord? Il a comparé l'évolution du CAC 40 américain, qui s'appelle le S&P, Standard & Poor's 500, d'accord? Eh bien, vous voyez que l'or a surperformé la bourse depuis 2005. Il n'y a pas une seule mois, ni même année, pas un seul moment où l'or a sous-performé par rapport à la bourse américaine. Donc ça veut dire que les gens qui ont un petit peu conscience de ce que c'est que, savent très très bien qu'aujourd'hui, le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est de l'or, et ça reste encore l'or. Regardez quelle est l'énorme distance qu'il y a entre ici le Standard & Poor's et l'or. Hein, on est ici approximativement à indice 480, alors qu'ici on est à indice 600. Donc ça veut dire pratiquement 25% de plus de rendement en or que dans la bourse américaine aujourd'hui.
Pourquoi? Ben, tout simplement parce que, les BRICS et les pays qui veulent tenir dans les BRICS achètent de l'or en masse, ça fait monter les prix, mais aussi parce que tous ceux qui ont un petit peu conscience de ce que c'est que de l'or et la performance de l'or, eh bien, préfèrent investir dans de l'or. Ça ne bouge pas, ça ne déroge pas, c'est très facile à gérer, il ne faut pas se casser la tête pour savoir comment évolue une action ou une autre. Ils ont acheté en 2000, en 2025, ils sont toujours gagnants. Ben voilà, c'est ce qu'il fallait faire, c'est ce que j'ai fait, et je peux vous assurer que je me porte très 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 bien en ayant fait cela. Voilà. Je voudrais vous remercier de m'avoir écouté. Si vous vous posez la question, est-ce qu'il est encore temps d'acquérir de l'or? Écoute, si vous avez bien écouté, je crois que vous êtes capable de répondre vous-même à cette question. Et je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. J'ai été un peu long. Hein, je ne sais pas quelle heure il est aujourd'hui. Il est quelle heure là maintenant? 21h20, donc on a mis 1h20, Claudie et moi. En tout cas, Claudie s'associe à moi pour... attendez, je vais récupérer ma souris là. Allez, tu viens par ici. Ouh, ah, voilà. Voilà, voilà. Voilà, je vais donc ajouter ma petite femme à la scène pour vous dire merci, pour vous souhaiter une excellente soirée et j'espère que ceci a été intéressant pour vous. Ma chérie, je te laisse le mot de la fin. Oh non, non, c'était pas prévu. Bah, écoutez, gros bisous à tous et surtout, soyez très heureux. Voilà. Voilà. Bien à vous. Au revoir et à très très bientôt. Au revoir. Bisous à tous.